Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle causerie. Donc, bienvenue à ceux qui sont dans l'amphi ici à Nanterre. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi à distance. Je vous rappelle que vous pourrez poser des questions donc, via deux différents médias. Donc ici, vous pouvez poser des questions bien sûr en direct à la fin de la causerie, et vous pouvez aussi poser, pour ceux qui sont en distance, vos questions avec la boîte mail des causeries, idfc@cesi.fr. Donc la causerie du jour vous sera présentée par Béatrice. Je la laisserai se présenter elle-même parce qu'elle a une diapo où elle se présente. Et le sujet, c'est de l'humain dans la machine. Voilà. Béatrice, je te laisse la parole. Bon, merci, bonjour à tous. Bon, bonjour, je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. On va ensemble discuter d'un sujet qui, des fois, est un peu oublié quand on parle de développement, de conception de systèmes interactifs, d'outils technologiques. Et on va voir l'humain. Quel est le rôle de l'humain dans tout ça? Parce que des fois, on se focalise sur les challenges, sur les défis techniques. Mais il faut toujours se rappeler que tous ces outils technologiques, ils sont conçus pour être utilisés par des humains, par nous. Et nous, en tant qu'humains, on a des forces, mais on a aussi des limites. Donc il faut connaître ces limites et aussi savoir comment les adresser, comment les exploiter en positif, donc pour le bien de l'utilisateur, pour le bien de l'interaction, pour avoir des expériences immersives ou pas, des interactions virtuelles engageantes. Donc aujourd'hui, on va voir quelques exemples de phénomènes à prendre en compte quand on parle d'interaction virtuelle. Et on va voir aussi des exemples de travaux menés par des chercheurs et aussi par des chercheurs qui sont ici dans notre labo de recherche. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc moi, c'est Béatrice Biancardi. Je suis celle qui est à gauche dans la photo. Et je suis enseignante-chercheuse en interaction humain-machine au laboratoire LINEAC de CESI. Et je voulais commencer par vous raconter un petit peu mon histoire. Donc moi, j'ai commencé par étudier de la psychologie, des sciences cognitives. Et après, je me suis retrouvée à mener une thèse de doctorat dans un laboratoire d'informatique, de robotique. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est ça qui est important quand on mène des recherches. C'est l'aspect interdisciplinaire, donc d'avoir des expertises dans beaucoup de domaines, surtout si on s'intéresse au domaine des interactions humain-machine. Vous voyez bien qu'il y a deux mots, il y a l'humain et la machine. Donc il faut savoir trouver un pont entre les deux domaines. Et c'est ce qu'on fait aussi au laboratoire LINEACT, que la plupart de vous connaissent déjà. Donc c'est le laboratoire de recherche du CESI. Et il y a deux thématiques de recherche complémentaires qui sont d'un côté apprendre et innover, et de l'autre côté, ingénierie et outils numériques. Donc si vous n'avez pas encore visité, je vous invite à aller au 4e étage pour voir qu'est-ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, on va parler des interactions, comme vous avez bien compris, des interactions avec la machine. Alors quand je parle de la machine, c'est assez large comme concept. Ça peut inclure l'ordinateur que vous utilisez tous les jours, des applications sur votre téléphone, aussi des interactions avec des robots ou de personnages virtuels, et peut-être que vous avez déjà commencé à tester le métavers, donc quand même des environnements immersifs en réalité virtuelle. Donc la première question à se poser, c'est comment on interagit nous avec la machine. Il y a beaucoup de types différents d'interactions qu'on peut avoir, et je vais commencer par très très loin. Il y a un type d'interaction que nous n'avons pas vraiment connu. Il faut se souvenir qu'au début, le rôle des ordinateurs était seulement de réaliser des calculs très complexes. Donc c'était vraiment une machine qui était utilisée pour réaliser des calculs. Vous voyez qu'ici, il n'y a même pas un écran, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris. C'était vraiment une autre conception de la machine. Ensuite, on a d'autres types d'interactions. C'est le type d'interaction qu'on connaît tous les jours. Donc l'ordinateur où on a des fenêtres, des icônes, et le type d'interaction est lié à l'utilisation d'une souris, d'un clavier. Et ce type d'interaction se base sur une métaphore avec le monde physique. C'est la métaphore du bureau. Donc le bureau virtuel de l'ordinateur représente le bureau physique.
Ce type de métaphore est un moyen très, très intelligent pour éviter de devoir apprendre et lire des manuels d'instruction pour comprendre comment ça fonctionne l'ordinateur. Il est très simple. Là, on sait, c'est intuitif. Si on a créé un fichier, on sait tout de suite qu'on peut le classer on peut le ranger dans un dossier comme on fait dans notre bureau physique. Et si on veut supprimer un dossier, on sait qu'il faut chercher la corbeille pour le jeter. Donc ça, c'est le type d'interaction qu'on a aujourd'hui, même si on commence à aller au-delà de cette interaction avec l'écran, la souris et le clavier. On peut avoir aussi des interactions multimodales, comme ici, c'est un type d'interaction qui s'appelle l'interaction tangible, où on a un mélange d'objets physiques, d'objets numériques, et on peut avoir des interactions gestuelles aussi. Et on ne sait pas dans le futur comment on va évoluer. Donc dans des environnements immersifs, on voit déjà aujourd'hui qu'on peut intégrer tous les sens dans les interactions. On peut avoir des interactions olfactives dans des environnements virtuels. On commence à intégrer le sens du toucher aussi en réalité immersive. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra faire dans le futur. Et quand on parle d'interaction, il faut savoir qu'il y a plusieurs façon de voir l'ordinateur, la machine. Donc là, on va voir, normalement, il y a 3 façons d'utiliser, de voir l'ordinateur. On peut le voir comme un outil. Et c'est ce qu'on appelle une interaction à la première personne. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je contrôle l'utilisateur. Je l'utilise pour réaliser des tâches, pour augmenter surtout les capacités humaines. Donc par exemple, pour faire des calculs comme à l'origine, mais aussi pour faire des simulations et pour voir qu'est-ce qui se passe dans un environnement virtuel avant de le reproduire dans l'environnement physique. Mais on peut aussi utiliser l'ordinateur comme notre serviteur. Donc c'est ce qu'on appelle une interaction à la deuxième personne. Et là, on a très peu de contrôle sur l'ordinateur. On va déléguer des tâches. Et on utilise surtout l'ordinateur comme serviteur quand on utilise des programmes et des algorithmes d'intelligence artificielle. On va déléguer des tâches hyper compliquées. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. On part souvent de boîtes noires parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces programmes. Mais on connaît bien ce qu'on a donné en entrée et ce qu'on a comme sortie. Et ça suffit en fait. On ne veut pas connaître pour l'instant, même si on commence à vouloir connaître aussi ce qui se passe au milieu. Il y a un troisième type d'interaction qu'on peut avoir avec l'ordinateur, c'est si on l'utilise comme un médium. Donc, on ne l'utilise pas comme un outil ou comme un serviteur, mais on l'utilise pour communiquer entre nous, entre les humains. Donc, nous le contrôlons pour pouvoir parler entre nous à partir de différents endroits. Et vous connaissez très bien donc, toutes les plateformes de visio pour donner des cours à distance. On peut aussi, dans le métavers, donc, se retrouver, partager le même environnement virtuel tout en restant chez soi dans sa chambre. Donc maintenant, aujourd'hui, on va se focaliser sur les environnements virtuels. Et là, je vais vous demander de vous souvenir de votre première fois. J'espère que tout le monde a eu une première fois, dans le sens quand vous avez porté pour la première fois un casque et que vous êtes immergé dans un environnement virtuel. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Donc, il y a plusieurs types d'expériences que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez ressenti vraiment la sensation d'être immergé dans un autre environnement ? Comment vous avez perçu votre nouveau corps virtuel ? Est-ce que vous avez perçu des sensations bizarres ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'interagir avec d'autres personnes ou d'autres agents virtuels dans l'environnement ? Donc, il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, la question principale, c'est ce qui se passe dans l'humain pendant ce type d'interaction. Donc, on va voir ensemble qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer une interaction virtuelle. Et il y a surtout des illusions qui sont très importantes et des fois qui sont nécessaires pour être confortable dans ce type d'environnement. Et on va voir des exemples aussi de travaux de recherche qui essayent de bien creuser ces phénomènes pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'humain pendant tout ça. Donc, le premier phénomène qu'on va aborder, il s'appelle la vallée de l'étrange. Alors, il n'est pas forcément seulement lié à l'environnement virtuel. C'est un phénomène qui s'appelle en anglais uncanny valley, qui est lié à l'apparence des objets, des robots, des agents artificiels.
Et c'est un phénomène qui a été hypothisé pour la première fois dans les années 70 par un chercheur japonais, Mori. Donc lui, il se dit que lorsque les objets, donc quand on dit objets, on parle de robots ou d'agents artificiels, quand ces objets ressemblent de plus en plus à un humain, on le trouve très agréable, mais jusqu'à un certain point. Il y a un certain moment où on commence à avoir quelque chose à changer, on commence à ressentir un sentiment bizarre, même un malaise, et on peut aussi avoir peur en face de ce type de robots. Alors pour mieux comprendre ce phénomène, on peut le représenter dans l'espace. Donc on va avoir deux axes. Sur le premier axe, on a la réponse émotionnelle devant ce type de personnage, de robot, qui peut aller de très agréable à très flippante. Et sur l'autre axe, on a la ressemblance avec l'humain, qui peut avoir différents niveaux. On va commencer du début. Donc là, on a un exemple d'un robot industriel, donc qui ne ressemble pas vraiment à un humain. Et notre réponse émotionnelle devant ce type d'objet est assez neutre. Ensuite, si on continue, on retrouve les robots humanoïdes. Donc, ce sont des robots qui partagent certaines caractéristiques avec l'humain. Donc ici, on a Nao et Pepper qui ont un corps qui peuvent parler. Et ils sont aussi assez agréables, ils sont très sympathiques à voir. Et donc là, on va sauter à l'extrémité de ce graphique. Donc on va voir ce qui se passe quand on interagit avec une vraie personne. Donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi que là, on a un exemple d'une personne qui est très agréable à voir. Et donc ça, c'est le but ultime quand on développe des agents artificiels, mais on n'y est pas encore. Techniquement, on ne peut pas développer des robots, des personnages virtuels qui ressemblent 100% à un humain. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce trou blanc? Alors avant de vous donner la réponse, je vais faire un petit jeu, un petit sondage. Donc je vais vous montrer des photos et on va faire un sondage par levée des mains. Vous allez me dire, vous allez lever la main si vous pensez que ce que vous voyez dans la photo est un robot ou un humain. Est-ce que c'est clair? Alors, on va commencer par cette photo. Est-ce que vous pensez, qui pense que c'est un humain? Alors, j'essaye d'estimer, je pense qu'on est bien en 70 ou 80% qui pensent que c'est un humain. Alors, on va continuer avec un autre exemple. Même question, qui pense que cette photo représente un humain? Alors déjà, là, le pourcentage est un peu plus bas. 45-50%. Donc, c'est plus mitigé. Un autre exemple. Qui pense que c'est un humain? Une personne. Alors, j'ai 4 mains levées. Donc, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un voudrait me dire pourquoi vous êtes si sûr que c'est un robot? On a un micro si quelqu'un veut m'expliquer pourquoi vous êtes sûr tout de suite, vous avez pensé que c'est un robot. L'expression de son visage. Voilà, les expressions. Comment sont ces expressions? On peut voir que, en gros, il sourit pas et son regard, il est un peu légèrement dirigé vers un seul et même point. Ouais, c'est ça. Le regard, il est vraiment dans le vide. Il n'y a pas d'intention qu'on peut voir dans son regard. Je vous dirai plus tard si c'est vrai ou pas. Mais on continue parce qu'on en a encore. Donc, j'ai cet exemple-là. Donc, qui pense que c'est un humain? Bon, 0. Maintenant, vous avez compris. On va terminer. Donc, qui pense que c'est un humain? Ah, quand même. Hein. Là, il faut se poser des questions. Ok, on a un 20% qui pense que c'est un humain et un 80% qui pense que c'est un robot. Et pour terminer, qui pense que cette photo représente un humain? Là, on est 80-90%. Donc, je vous pose la question du début. Vous avez dit que ici, on avait un humain. En fait, si on va voir la photo entière,
Ici, les humains, ce sont les personnes qui sont debout. Donc les robots, ils sont assis. Donc même le premier, c'était un robot. C'était plus compliqué. J'avoue que pour celui au centre, c'était plus facile, même si vous avez pensé que même l'humain était un robot. Là, on pourrait faire une étude pour étudier ce phénomène. Alors ça, c'est un type de robot qui s'appelle des robots géminoïdes. Ce sont des robots qui représentent vraiment des jumeaux d'une personne spécifique qui ont été développés au Japon. Et donc, vous avez été assez fort, sauf pour lui, mais j'avoue que lui, c'était vraiment compliqué. C'est pour ça que je l'ai mis au début. Mais pour les deux autres, vous avez deviné, c'était des robots, même avec juste une photo, donc sans mouvement. Maintenant, si je vous montre ces robots en action, je pense qu'il est plus facile de distinguer qui est un robot et qui est un humain. Est-ce que quelqu'un veut nous dire ses impressions par rapport à ça? Quelles sont les différences principales? Quelqu'un veut répondre? Là? Devant? Non, c'est parti derrière le micro. Ouais, en fait, les mouvements sont plutôt saccadés au Oui. niveau de leurs actions. Et puis même en fait au niveau de la peau, ils peuvent pas reproduire un peu le fait que ça soit luisant un peu, au niveau de la luminosité. Ouais, c'est tout à fait vrai. Donc on a plusieurs éléments, donc l'animation, on peut retrouver encore le regard, la peau, donc la texture, et j'ai entendu par là aussi très peu d'émotions. Pourquoi on a tendance à dire ça? C'est surtout parce que il y a beaucoup moins de mouvements, surtout les expressions faciales, le visage est assez statique, alors que les humains, ils ont plein de mouvements très fins. C'est pas facile de reproduire ce type de mouvement. Même si vraiment les efforts ici pour reproduire ces robots, ils sont énormes. Donc, quand on est devant ce type de robot ou d'agent virtuel, comme le robot géminoïde, ou aussi Sophia, que peut-être vous connaissez, elle a même obtenu la nationalité saoudienne. Donc c'est le premier robot à avoir une nationalité. Quand on est en face de ce type de robot, notre réaction émotionnelle est plutôt comme ça. Donc on est vraiment tombé dans la vallée de l'étrange. C'est là qu'on commence à ressentir un malaise. On n'est pas à l'aise devant ces personnages. Et pourquoi il se passe ce phénomène? En fait, parce qu'on a des attentes par rapport à leur apparence qui est très réaliste. On a des attentes, mais quand ils commencent à essayer de parler ou quand ils sont animés, on voit qu'il y a une divergence entre nos attentes et leur animation qui n'est pas parfaite. Et c'est là qu'on a l'expérience de la vallée de l'étrange. Cela peut avoir lieu aussi dans des environnements immersifs en réalité virtuelle, quand on interagit avec des personnages virtuels autonomes. Autonome, ça veut dire que leurs comportements, ils sont décidés par des programmes informatiques, mais aussi quand on contrôle nos avatars. Donc les avatars, ce sont des personnages qui sont contrôlés par les utilisateurs. On peut avoir cette expérience de la vallée de l'étrange, même en réalité immersive. Et donc ce phénomène a lieu surtout parce qu'on est très fort en tant qu'humain, on est naturellement habitué à repérer les moindres divergences entre les mouvements robotiques et les mouvements naturels humains. Donc pour essayer d'éviter la vallée de l'étrange, le conseil c'est de ne pas prendre des risques. Donc rester simple. Si on n'est pas capable d'avoir des animations parfaites, il est mieux de réduire l'apparence réaliste des personnages. Donc il faut toujours faire correspondre l'apparence d'un robot ou d'un agent virtuel avec ses capacités. Donc une approche pour faire face à la vallée de l'étrange, c'est par exemple d'utiliser des apparences cartoon. Donc par exemple, si on veut animer un grille-pain et qu'on n'est pas capable d'animer parfaitement un visage humain sur un grille-pain, c'est mieux de prendre le deuxième exemple. Il est très agréable, on a plus envie de voir une animation de ce type par rapport à la troisième. Ça, c'est juste une approche. Il y a beaucoup d'autres approches et là, je vais vous parler d'une approche que j'ai suivi pendant ces dernières années pour essayer de faire face à la vallée de l'étrange, c'est d'essayer d'enrichir les comportements socio-affectifs
des agents autonomes, des agents virtuels. Donc, on s'en fiche complètement de l'apparence. On ne va pas étudier comment rendre l'apparence plus réaliste possible, mais on va essayer d'enrichir la qualité des comportements socio-affectifs. Donc, on va essayer d'intégrer des émotions, des attitudes dans les comportements de ces agents. Ici, on a quelques exemples. On a essayé d'intégrer le rire dans les agents virtuels, de modéliser des groupes d'agents qui expriment différentes attitudes, donc différents degrés de dominance ou d'amicalité à travers leurs gestes. Et aussi, pendant ma thèse, j'ai analysé comment améliorer les premiers moments où on rencontre un personnage virtuel, comment adapter les comportements des agents virtuels par rapport au niveau d'engagement, aux réactions émotionnelles de l'utilisateur. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'outils qui nous permettent de pouvoir détecter en temps réel des informations liées aux émotions, aux réactions, aussi à l'engagement des utilisateurs à partir de leurs expressions faciales, par exemple, et aussi à partir de leur comportement et des signaux physiologiques. Donc on peut exploiter tous ces outils pour avoir des informations fiables en temps réel. Et je vais vous montrer quelle est la méthodologie, l'approche qu'on utilise pour essayer de mieux comprendre comment enrichir les comportements socio-affectifs de ces agents. Donc on suit une boucle en fait, c'est une méthodologie qui va surtout commencer par se demander qu'est-ce qui se passe entre nous. On est des humains, comment on interagit entre nous? Parce que si on n'est pas capable de savoir comment on interagit entre nous, ça va être compliqué de pouvoir animer, donc reproduire ces comportements dans un personnage virtuel. Donc la première étape de notre boucle, c'est la collecte de données. On veut savoir comment ça se passe entre nous. Il nous faut des données, il faut comprendre comment ça se passe et on collecte ce qu'on appelle des corpus. On va filmer des humains, on va les mettre dans un scénario et on va voir ce qui se passe. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc ici, dans le premier, vous allez imaginer quel était le but de cette collecte de données. Donc ici, c'était vraiment mis en situation. Le but, c'était d'étudier comment on bouge quand on rigole. Donc vous voyez qu'il y a plein de capteurs sur les corps des participants pour voir vraiment les mouvements les plus fins et essayer après de les reproduire sur des agents virtuels. On a d'autres types de corpus qu'on peut collecter. Là, vous allez voir que c'est un peu différent. Déjà, c'est plus calme. Donc ici, c'était dans le cadre des entretiens d'embauche. Vous voyez qu'il n'y a pas de capteur. Ici, il y a juste une caméra. Donc le type d'annotation en fait, qu'on va avoir plus tard, c'est plutôt fait à la main. On va observer ce qui s'est passé. On a le recruteur et le candidat. Et on va étudier aussi au niveau du dialogue, qu'est-ce qui se passe, comment on peut savoir à partir de ce qui s'est passé si l'entretien s'est bien passé ou pas. Et le dernier exemple, je vais stopper celui-là. Alors le dernier exemple, vous pouvez voir déjà en temps réel comment à travers les capteurs on peut reproduire les mouvements sur un personnage virtuel. Ici, l'objectif, c'était d'étudier comment le même geste va changer selon les émotions qui sont reproduites. Donc ici, l'émotion, c'était la colère. Donc on va déplacer les livres, on est en colère. Il y a certains paramètres, certaines caractéristiques qui vont changer, comme l'amplitude des gestes, la vitesse. Donc ça, c'était vraiment encore plus pour étudier les caractéristiques des émotions appliquées aux différents types de gestes. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a collecté les données, et ça peut prendre beaucoup de mois, il faut savoir les utiliser, les analyser. Donc à partir des données, l'objectif, c'est de construire un modèle. Un modèle qui peut être plus ou moins complexe. Donc ça peut être un modèle qui se base sur des théories psychologiques aussi. Un modèle qui se base totalement sur les données qu'on a acquises à travers la collecte de données. On peut avoir des modèles à base de règles ou des arbres de décision. Par exemple, si on a un certain événement, alors il se passe le deuxième événement, sinon on a un autre événement qui se passe. Et l'objectif, c'est de passer à un modèle computationnel.
Donc un modèle computationnel, c'est quelque chose qu'on peut coder, c'est un programme informatique. Donc de pouvoir transférer toutes les connaissances qu'on a à travers la collecte de données dans un programme informatique. Pourquoi? Parce que l'objectif ensuite, c'est de l'implémenter dans nos personnages virtuels, qui sont des personnages qui se basent sur des programmes informatiques. Donc une fois qu'on a notre modèle, on peut l'implémenter, on peut animer notre agent. Donc on peut savoir comment l'agent virtuel va répondre à l'utilisateur, comme quel geste il va pouvoir réaliser selon les réactions de l'utilisateur. On ne peut pas s'arrêter ici parce que jusque-là, je pense que vous avez pu remarquer qu'on n'a pas du tout d'interaction avec l'utilisateur. Donc là, on est en train de modéliser les comportements d'un agent qui va interagir avec un humain, mais on n'a pas pris en compte l'humain. C'est là qu'on va tester notre modèle. On va évaluer le modèle pour voir s'il marche comme on avait pensé, et surtout de le mettre en interaction avec les utilisateurs et voir comment il est perçu par les utilisateurs. Je vais vous montrer un exemple d'un modèle qui marche très bien. Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, ici, donc c'est un agent virtuel qui joue le rôle d'un psychologue. Donc il va interagir en temps réel avec un patient. Et vous pouvez voir que l'agent, déjà il parle, il fait des gestes liés à ce qu'elle dit. Et elle peut détecter les réponses, donc la voix de l'humain, mais aussi les expressions faciales, par exemple. Vous avez plein d'informations en temps réel. Donc vous voyez, il y a des mouvements de la tête pour montrer que l'agent a compris la réponse de l'humain et ils vont pouvoir converser. Not someone who's really like, I don't have any real highs. I feel like I'm a level person. It's just happy. Donc ici on voit que le regard il est vers le bas, donc il peut y avoir un manque l'attention, le niveau d'attention va baisser. Donc à un moment l'agent il va essayer d'attirer l'attention pour avoir l'interaction plus engageante. Donc il va poser une autre question pour continuer la conversation. Ça c'est juste un exemple. Et dans ce scénario en particulier, les chercheurs ils ont trouvé que les patients avaient plus d'envie de discuter avec un agent virtuel et de parler de leurs problèmes par rapport à un vrai humain. Donc il y a des contextes où on pourrait utiliser des agents virtuels et ça marche assez bien. Donc ici, on est dans la phase d'évaluation. Une fois qu'on a évalué notre système, on peut utiliser les résultats pour améliorer notre modèle s'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé comme on avait prévu. Mais aussi, on peut découvrir de nouvelles choses sur l'humain. Donc, même dans le cadre de ces évaluations, on peut collecter de nouvelles données, avoir plus d'informations sur les utilisateurs et on pourrait recommencer la boucle si on découvre un certain phénomène qui ressort de cette étude. On peut se dire on va mieux creuser, on va collecter encore plus de données. Donc ça peut vraiment être une boucle. Ça, c'est un peu l'approche qu'on utilise quand on modélise les comportements des agents virtuels. Alors là, jusque-là, on a parlé donc de la vallée de l'étrange, comment essayer d'éviter ce phénomène. Là, on va parler d'une deuxième illusion qui est fondamentale pour les interactions virtuelles, donc en réalité immersive. Et c'est ce qu'on appelle le sentiment de possession. Alors, en anglais, c'est plus facile, c'est le body ownership. Et pour introduire cette illusion, on va voir qu'on peut retrouver cette illusion aussi dans le monde réel, dans le monde physique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette expérience. C'est l'illusion de la main en caoutchouc. Donc, cette illusion montre qu'il est possible de créer l'impression qu'un objet fait partie de notre corps. Alors, je vous montre Je dois interrompre la vidéo. Donc, ça, c'est le contexte. On a la vraie main
qui est à droite qui est caché. Donc le participant ne voit pas sa vraie main, mais il voit la main en caoutchouc. Et il y a des stimuli tactiles et visuels sur les deux mains. Donc le participant va voir la fausse main qui est stimulée et il va ressentir le stimuli avec la sensation qu'il a sur sa vraie main. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence entre les stimuli visuels et tactiles et le feedback proprioceptif, donc l'information qu'a le cerveau par rapport à la position de la vraie main. Donc on devrait savoir que la vraie main, elle n'est pas à gauche, mais qu'elle est à droite. Et en fait, cette illusion est très très forte parce qu'au moment où on va essayer de blesser, de faire du mal à la main en caoutchouc, on va voir la réaction. Ça va arriver. Donc voilà, on n'a pas touché la vraie main, mais on a la sensation d'avoir été blessé, même si on l'a juste vu. Donc ça, c'est une illusion qui se passe. Si vous avez l'occasion d'essayer, moi j'ai essayé et ça marchait, même si je connaissais tout, ça marchait. C'est étonnant. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette illusion peut être reproduite en réalité virtuelle. Donc il y a cette équipe de chercheurs de Mel Slater en Espagne, ils ont pu reproduire cette illusion dans la réalité virtuelle. Donc quand on a notre bras réel qui est caché et qu'on voit le bras virtuel, on va reproduire la même expérience. Et notre cerveau peut aussi penser qu'un corps entier virtuel est notre corps réel. Ça, c'est une illusion qu'on arrive à déclencher, cette illusion de penser que le corps virtuel est notre vrai corps. Ça, c'est très puissant parce que ça déclenche d'autres illusions, dont une illusion très importante qu'on va voir tout de suite, qui s'appelle l'effet Proteus. Donc, l'effet Proteus est lié au dieu grec Proteus. Est-ce que quelqu'un connaît le pouvoir de ces dieux Proteus? Personne? Bon, je vais vous le dire. Donc, son pouvoir, c'était de pouvoir changer son apparence selon les gens à qui il se présentait. Donc, il pouvait changer son apparence. Et c'est ça un peu le principe de l'effet Proteus. Donc, c'est un effet qui a été découvert par les deux chercheurs Beilenson et Yi en 2007. Ils ont dit que ce phénomène a été défini comme la tendance dans un environnement virtuel à adopter des attitudes et des comportements qui correspondent à l'apparence de son avatar plutôt qu'à son soi réel. Donc en gros, l'apparence de notre avatar, donc comme on a dit tout à l'heure, l'avatar c'est le personnage virtuel qu'on contrôle dans l'environnement virtuel. L'apparence de ce personnage peut affecter, influencer nos comportements. Donc ce phénomène est lié à une théorie psychologique qui s'appelle la théorie de l'autoperception, qui dit que les gens peuvent déduire leurs propres attitudes et comportements attendus en s'observant comme s'ils étaient vus par un tiers, donc de dehors. Et c'est un peu ce qui se passe en réalité virtuelle quand on a notre avatar, soit parce qu'on le voit en troisième personne, donc on peut voir tout l'avatar, soit si on est en première personne, si on peut se voir devant un miroir. Donc quand on peut voir l'apparence de notre avatar, ça va influencer nos comportements. Et ce phénomène est aussi lié aux stéréotypes qu'on va lier à certaines caractéristiques. Donc on va voir tout de suite, ça c'est la toute première étude qui avait été réalisée pour explorer ce phénomène. C'est une étude très simple. Les chercheurs avaient manipulé le niveau d'attractivité des avatars. Donc il pouvait y avoir des gens qui avaient incarné un avatar très attractif et des gens qui ont incarné des avatars très peu attractifs. Et on sait que les traits de l'attractivité est toujours lié à des stéréotypes d'être plus extroverti, d'avoir plus de confiance en soi. C'est ce qui s'est reproduit dans l'expérience parce que les participants qui avaient incarné les avatars les plus attrayants ont montré des comportements plus extrovertis. Et aussi, ils étaient plus disposés à aborder des étrangers de sexe opposé par rapport aux participants qui avaient incarné des avatars moins attractifs. Et dans la deuxième étude est assez similaire. Ils ont manipulé la taille des avatars.
Donc, alors la taille, normalement, elle est liée au niveau de dominance, de pouvoir d'une personne. Et dans l'expérience, les participants qui avaient incarné des avatars très grands, dans une tâche de négociation, avaient été plus agressifs par rapport aux participants qui avaient incarné des avatars plus petits. Donc c'est assez étonnant, mais c'est une expérience très simple, mais qui a bien marché et qui montre le pouvoir de cet effet. Et c'est pas fini ici, parce que cet effet a été trouvé, on peut le reproduire même en dehors de l'environnement virtuel. Donc une fois qu'on a fait l'expérience avec nos avatars, ces comportements, ces attitudes peuvent continuer aussi au-delà. Ça, c'est un exemple où il y avait 2 phases donc, de l'expérience. Dans la première phase, en réalité virtuelle, les participants avaient incarné soit un super-héros, soit ils avaient juste fait un voyage en hélicoptère. Et donc, plus tard, les mêmes participants avaient réalisé une tâche dans le monde physique et ils ont trouvé que les participants qui précédemment avaient incarné un super-héros ont montré plus de comportements d'aide envers l'expérimentateur. Ici, la tâche, c'était une tâche dans une salle. À un moment, il y avait des stylos qui tombaient par terre. Et les participants qui avaient incarné un super-héros, ils ont beaucoup plus aidé à ramasser les stylos par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment étonnant. Alors, pour changer un petit peu de contexte, il y a des chercheurs au LINEACT, en particulier Stéphanie Buisine, qui est dans cette salle, donc si vous avez des questions plus tard. Et elle s'est demandé, est-ce qu'on peut exploiter cet effet et est-ce qu'on peut l'utiliser pour augmenter la créativité? Alors, l'idée, c'est si on peut influencer l'apparence de notre avatar, donc si on peut créer un avatar créatif, est-ce que cette apparence peut avoir un effet, un impact sur la perception de soi et donc encourager, éliciter une attitude plus créative et avoir aussi un impact sur le comportement créatif? Alors la première question, c'est comment on crée un avatar créatif. Donc il a été demandé à des élèves ingénieurs comme vous, quel est le prototype d'un avatar créatif? Je vous pose la question en fait. Selon vous, quelle est l'apparence d'une personne créative? Est-ce qu'il y a des caractéristiques? Est-ce que quelqu'un a des idées à partager? Personne. Si vous pensez à quelqu'un de créatif, vous l'imaginez comment? Vous n'êtes pas du tout créatif aujourd'hui. Vous n'avez pas d'idée. Bon, je vais vous dire. La réponse qui a été donnée, donc c'est l'avatar à droite. Et le prototype d'un avatar créatif, c'était un inventeur avec sa blouse, donc par rapport à un avatar neutre sur la gauche. Donc une fois qu'on a compris c'est quoi le prototype, l'apparence d'un avatar de quelqu'un qui est créatif, il y a une expérience qui a été faite pour voir si l'apparence de son avatar a un effet sur la génération d'idées créatives. Alors, on va voir ensemble les résultats. Je vais essayer d'expliquer très simplement. Donc, il y avait ici aussi, comme on a vu tout à l'heure, il y avait 2 parties. Une partie avec des avatars, donc dans un environnement virtuel, et une partie dans un environnement physique, donc en vrai. Dans la première partie, les participants pouvaient incarner soit un avatar neutre, soit l'avatar inventeur, soit ils n'incarnaient pas d'avatar, donc c'était une condition de contrôle où ils ne passaient pas dans cette partie, donc les 2 parties étaient toujours en physique. Et voici les résultats. Les résultats montrent que, en fait, les participants qui ont incarné un avatar inventeur, ils ont produit beaucoup plus d'idées par rapport aux autres participants. Et on peut voir qu'il y a deux barres, parce qu'en fait, même dans la session dans le monde réel, quand il n'y avait pas d'avatar, les participants qui avant avaient incarné l'avatar inventeur, ils ont continué à produire plus d'idées par rapport aux autres participants. Donc on voit que même juste l'apparence d'un inventeur peut influencer notre performance créative. Et dans une deuxième étude, Stéphanie Buisine, elle a essayé de comparer donc notre avatar que vous connaissez bien maintenant, l'avatar inventeur, avec des avatars
qui représentent des personas. Donc des personas, ce sont des prototypes d'utilisateurs. Ici, le contexte, c'était les transports. Donc les personas, ce sont des utilisateurs typiques des transports publics. Est-ce que incarner une persona a un impact plus fort ou moins fort par rapport à l'avatar inventeur quand on doit produire des idées créatives dans ce contexte des transports? Alors, les résultats, il y a beaucoup de résultats, mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que ça dépend du type d'idée qui a été proposée. Donc, on peut voir ici à gauche, on a un graphique qui montre le nombre d'idées proposées par les participants. Et il y a plusieurs catégories d'idées. Donc, pour les idées liées aux besoins des utilisateurs, il y a eu beaucoup plus d'idées produites par les participants qui avaient incarné l'avatar persona, donc qui incarnait vraiment un utilisateur type. Alors que pour des idées plutôt techniques, beaucoup plus d'idées ont été produites par les participants qui avaient incarné un avatar inventeur. Et même ces idées ont été aussi évaluées par différents types de personnes. Donc, ils ont été évalués par rapport à des critères industriels, techniques, et ils ont aussi été évalués par les utilisateurs. Et ici, on voit donc quand on utilise des critères techniques, les idées proposées par les participants qui avaient incarné un avatar inventeur sont beaucoup mieux par rapport aux autres. Mais si on demande aux utilisateurs de juger les idées proposées, ce sont les idées produites par les participants qui avaient incarné une persona par rapport aux inventeurs. Donc c'est très intéressant par rapport à la créativité, qui est ce qu'on appelle des soft skills. Mais là, je vais vous poser une question, parce que maintenant, normalement, vous êtes devenu expert en effet Proteus, si vous avez bien suivi. Là, je vais vous montrer une photo, ça c'est Einstein. Alors, je vais vous poser une question. Si on va demander à des participants d'incarner Einstein et de réaliser une tâche cognitive, donc une résolution de problème, un problème de logique, est-ce que quelqu'un veut essayer de me dire qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des idées? Personne veut tenter? Est-ce que vous pensez qu'ils vont bien réussir la tâche ou pas? Oui? Et si on va incarner un autre avatar, est-ce qu'on va avoir le même résultat? Non? C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Donc dans cette étude, on a comparé incarner Einstein versus incarner un avatar neutre. Et les participants qui avaient incarné Einstein et qui ont dû réaliser une tâche cognitive, ils ont eu des meilleures performances. Et c'est pas fini parce que cet effet a été encore plus élevé pour les participants qui avaient une estime de soi inférieure au début. Donc ça a amplifié l'effet. Et il y a un autre effet qui a été retrouvé, qui est assez intéressant. Le fait d'avoir incarné Einstein, qui est une personne âgée, a eu un effet secondaire de réduction des préjugés liés aux personnes âgées. Donc le simple effet d'incarner une personne âgée, ça peut changer un peu nos stéréotypes. Et ce dernier effet est très intéressant et ça montre que l'effet Proteus peut être appliqué à beaucoup de contextes et surtout on devrait utiliser positivement cet effet. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'apparemment il serait possible de réduire certains stéréotypes, par exemple du racisme implicite ou des stéréotypes vis-à-vis l'harcèlement, des stéréotypes relatifs à l'âge. Et même, il y a une étude où les participants avaient incarné Sigmund Freud et ça a eu un effet positif face à des problèmes psychologiques ou de santé mentale. Donc, tout ça, en gros, pour dire qu'il y a encore beaucoup à explorer, mais qu'on peut vraiment exploiter cet effet en positif. Toujours comme j'ai dit au début, il faut l'utiliser pour le bien des utilisateurs et de l'interaction. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au labo. Donc, on s'est posé la question. Donc, on a vu que l'effet Proteus, il marche bien pour des tâches cognitives, la créativité, pour réduire des stéréotypes. Est-ce qu'on peut l'exploiter dans le contexte des apprentissages?
Par exemple, ça peut être utile pour vous aussi, pour vos apprentissages. Donc l'idée, c'est d'explorer si l'effet Proteus peut faire face à certaines barrières cognitives, certaines limites que l'on a sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, qui vont limiter nos capacités d'apprentissage, de connaissances, des compétences, et qui vont avoir un effet sur la performance aux examens. Est-ce qu'on peut adresser ces limites à travers l'effet Proteus dans un environnement immersif? Il y a une thèse, donc il y a un projet qui vient de commencer. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous invite à nous contacter dans les prochains mois. Et donc, on arrive à la fin. Donc, on fait un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, aujourd'hui, on a vu quelques exemples d'illusions, de phénomènes qui se passent dans l'humain pendant des interactions virtuelles. Donc, on a vu la vallée de l'étrange qui est liée à l'apparence des robots, des agents artificiels. On a vu le sentiment de possession. Donc, il faut être capable de vraiment ressentir que le corps virtuel est notre corps. Et si on a cet effet, alors on peut l'exploiter positivement à travers l'effet Proteus. Et on a vu que tous ces phénomènes, toutes ces illusions peuvent être appliquées selon le type d'utilisation que l'on veut faire avec la machine. Donc si on veut l'utiliser comme un outil, comme un serviteur, ou juste pour communiquer entre nous. Si on communique entre nous, on peut incarner des avatars, on peut choisir son apparence, et ça peut avoir aussi un effet sur quel type d'interaction on va avoir avec d'autres humains. Il y a encore beaucoup à explorer. On fait de la recherche aussi au CESI. Donc déjà, je vous remercie pour l'attention et vous pouvez scanner ce QR code si vous souhaitez rester informé. Il y a un petit questionnaire à remplir. Vous pourrez aussi participer à nos prochaines expériences de recherche. Merci beaucoup. Merci pour cette très intéressante causerie. Donc, je vous rappelle pour ceux qui sont à distance que vous pouvez poser des questions via l'adresse causerie. Est-ce que dans la salle vous avez des questions? Bonjour. J'avais une question par rapport à l'étude sur le Proteus où il y a 3 personnages, un personnage créatif, un neutre et je crois pas d'avatar. Oui, exactement. Si on laisse de ce que j'ai compris, alors c'est peut-être une petite erreur que vous avez dit. Vous avez dit que les personnages choisissent leur avatar. Là, ils n'ont pas choisi. Ah d'accord, c'est ça que vous avez dit. C'est pour ça que j'ai cru. Là, c'est une expérience où on doit contrôler le maximum de variables possibles. Donc, il y avait des participants qui devaient incarner un avatar ou un autre type d'avatar. Ils n'avaient pas choisi eux-mêmes quel avatar incarner. D'accord. Non, c'était juste ça. Parce que du coup, je me suis dit, s'ils choisissaient leur personnage, ce ne serait pas plutôt des personnes créatives qui choisiraient un personnage auquel ils pourraient s'identifier, donc un personnage... c'est tout à fait, en fait. Et aussi, ça dépend aussi, parce que nous, on peut faire des choix. Si on avait le choix par rapport à quel type d'avatar, peut-être que notre choix, nos idées de meilleure apparence, c'est pas forcément celle qui marche mieux pour nous. Donc il y a des études qui ont montré, même si on essaye d'être parfait avec un avatar qui ressemble à l'idéal d'avatar parfait, peut-être ça n'a pas l'effet qu'on a prévu. Merci beaucoup. D'autres questions? Là. Alors c'est pour rester sur l'effet Proteus. Donc là, dans toutes les expériences, c'était des expériences positives, c'était pour améliorer la créativité ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça a le même effet sur par exemple, si on prend quelqu'un qui est méchant ou quelque chose comme ça, ou alors juste la personne arrive à faire abstraction? C'est une bonne question. Alors normalement, on fait des expériences pour voir comment exploiter positivement, donc on s'intéresse plutôt à des effets positifs, mais il y a eu des études qui ont essayé de voir si on peut manipuler négativement les comportements, notamment dans le contexte des jeux vidéo.
En fait, pour voir si on incarne des personnages méchants, est-ce qu'on va devenir plus méchant? Et ça peut arriver en fait. Donc il faut bien être conscient de ces phénomènes parce que on risque d'influencer négativement les attitudes, les comportements après des utilisateurs. Une autre question? Pas d'autres questions dans la salle? Voilà. Merci pour ton exposé. Je voulais juste savoir si cet effet marche que avec des avatars humanoïdes ou pour parler de jeux vidéo comme tu viens de parler, est-ce que quand on imagine des jeux vidéo où c'est plus cartoon, etc., où on ressent les mêmes effets ou c'est vraiment qu'avec des avatars comme ça, humanoïdes? Oui, il y a eu des études qui ont essayé de répondre à cette question et ça a l'air de marcher aussi. C'est pas juste l'apparence humanoïde, mais c'est vraiment le stéréotype qu'on associe qui marche bien. Donc même avec des personnages de jeux vidéo qui sont pas forcément humanoïdes, mais qui représentent un méchant ou un super-héros, ça a un effet. Merci. Pas d'autres questions? Ok. Merci donc pour cette causerie. La suite, bien sûr, la semaine prochaine. Relations consommateurs et marques avec Stéphanie Lafontaine. Merci, on va en rester là alors. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Et bravo Merci. encore pour cette belle causerie.